Bonjour et bienvenue dans cette vidéo conçue suite aux recommandations formulées à l'issue de la journée d'études langue, recherche et logiciels tenue à l'université Ibn Khaldoun de Tiaret le 12 mai 2022. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment écrire pour être lu, publié et cité. Bien entendu, on va parler de l'écriture scientifique ou l'écriture d'un article scientifique. Avant de commencer, il faut rappeler que la publication scientifique est un passage obligatoire et une condition sine qua non dans la carrière d'un chercheur. Une recherche sans publication ou une recherche qui n'est pas publiée est une recherche qui n'est pas aboutie ou non aboutie. En anglais, on dit souvent publish or perish, publier ou périr. Pour définir ce qu'est un article scientifique, nous avons choisi et sélectionné deux acceptions. La première stipule que l'article scientifique est tout d'abord un rapport écrit, par opposition à oral. Ce rapport est publié et recueille des informations décrivant les résultats d'une enquête ou une recherche menée sur le terrain. Alors que la deuxième acception reprend les mêmes propos de la première, sauf que on exige que ce rapport écrit doit être publié, donc il est d'ores et déjà publié dans une revue scientifique, dans une organisation, et l'article scientifique selon cette deuxième acception est l'œuvre d'un ou de plusieurs chercheurs ou scientifiques, généralement issus du monde académique. Dans les sciences humaines et sociales, nous distinguons deux types d'articles scientifiques. Le premier, c'est l'article de recherche ou l'article original, ce qu'on appelle en anglais original paper. En second lieu, nous avons les revues de littérature ou l'article de revue de littérature, ce qu'on appelle en anglais systematic or literature review. Quant au premier type qui est l'article de recherche, c'est l'article scientifique le plus répandu dans le monde scientifique. Son objectif est donc d'énoncer une avancée scientifique dans un domaine de recherche bien précis. Cet article de recherche vise souvent l'originalité et la nouveauté à travers les résultats qu'il transmet. Alors que le second type, qui est le type de l'article de la revue de littérature, c'est un article de synthèse et qui se veut un état de l'art, c'est-à-dire c'est une mise au point dans un domaine particulier. Il réalise un bilan sur les recherches et connaissances déjà acquises. Passons à présent aux caractéristiques de l'article scientifique. Première caractéristique, les auteurs, ce sont des chercheurs, donc des spécialistes ou des professionnels du domaine. Par exemple, un article scientifique traitant de la thématique de la COVID-19 ne peut être écrit que par des professionnels de la santé, des biologistes, des chercheurs en médecine, voire des pharmaciens. Deuxième caractéristique, l'article scientifique est publié dans un périodique, c'est-à-dire une revue qui est publiée périodiquement, soit une fois par an, soit 2 fois, soit 3 fois, soit 4 fois. Ce périodique ou cette revue est spécialisée du domaine et il est arbitré, évalué et révisé par un comité de lecture. Ce sont des pairs, c'est-à-dire des chercheurs spécialistes dans le même domaine. Ce comité de lecture est formé d'experts et des spécialistes. Troisième et dernière caractéristique, l'article scientifique obéit à l'objectivité, l'authenticité et la rigueur scientifique. C'est-à-dire, les résultats et la démarche d'un article scientifique sont souvent authentiques et convergent vers le discours objectivé et l'écriture obéit à la rigueur et les règles de l'écriture scientifique.
Pourquoi publier ou quelle est l'utilité de la publication d'un article scientifique? Première utilité, c'est pour la mémoire, c'est pour répertorier ses connaissances, ses recherches, pour les mettre dans une ou dans des banques de données. Deuxième utilité, c'est pour l'information, c'est pour s'informer, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances qui seraient sans doute utiles, et ce sont souvent des connaissances spécifiques dans le domaine de spécialité. Troisième utilité, c'est le rôle pédagogique. Quand on publie un article, on va pouvoir le partager ou partager notre expérience avec nos étudiants, avec les futurs chercheurs, avec même des pairs. Quatrième utilité, la publication d'un article scientifique a un rôle promotionnel. Donc on publie un article scientifique pour soutenir son doctorat. Et vous savez bien que la soutenance d'une thèse de doctorat est tributaire de la publication d'un article scientifique. Donc publier un article scientifique est une condition sine qua non avant de pouvoir soutenir ou défendre sa thèse. Pour soutenir son habilitation à diriger des travaux de recherche, pour être promu au grade de professeur, pour enrichir son curriculum vitae ou son CV. C'est pour participer à des concours, c'est pour avoir une renommée internationale ou une renommée scientifique, pour la reconnaissance. C'est pour augmenter aussi le facteur d'impact d'une revue et pour augmenter son H-index ou l'index H. Ici aussi pour adhérer au réseau scientifique de connaissances spécifiques. Cinquième utilité, c'est la communication des travaux avec leurs pairs ou à leurs pairs qui sont de la même spécialité. Dernière utilité, c'est la vulgarisation et la diffusion des informations scientifiques. Quand on publie un article scientifique, il pourra être reproduit par un journaliste, par d'autres spécialistes, et il va être vulgarisé pour qu'il soit à la disposition du grand public. Donc, cette utilité est très importante dans la publication de l'article scientifique. Qui peut publier un article scientifique? Nous avons deux catégories des personnes éligibles à la publication d'articles scientifiques. Dans la première catégorie, nous trouvons les doctorants ou les étudiants inscrits en troisième cycle ou en doctorat. Ils sont obligés de publier un article scientifique en relation étroite avec la thématique de leur thèse pour pouvoir la soutenir ou la défendre. Nous trouvons aussi la catégorie de chercheurs en laboratoire ou des chercheurs permanents qui sont appelés eux aussi à publier régulièrement leurs résultats de recherche. Nous trouvons aussi les enseignants-chercheurs ou les enseignants universitaires qui sont en phase de post-doctorat. Eux aussi, ils sont dans l'obligation de publier régulièrement des articles scientifiques. Quant à la seconde catégorie, elle est représentée par les professionnels et experts qui travaillent dans des usines, des boîtes industrielles ou dans des laboratoires de fabrication des médicaments. Par exemple, un pharmacien qui travaille dans un laboratoire, il a le droit et il peut publier un article scientifique sur une maladie ou un traitement ou sur une thématique en relation avec sa spécialité professionnelle. Comment rédiger un article scientifique? Nous n'allons pas à la rédaction d'un article scientifique du néant. Bien entendu, on va rédiger un article scientifique en ayant en tête une idée. Alors cette idée va être modelée pour être concrétisée en un projet de rédaction d'un article scientifique. De l'idée au projet, c'est-à-dire comment concrétiser une idée ou un problème ou une problématique en un article scientifique. Premièrement, on doit définir la problématique par une recherche bibliographique dans laquelle on doit justifier le pourquoi de notre étude ou de notre recherche. En deuxième lieu,
On doit privilégier l'originalité, la nouveauté et l'innovation. En d'autres termes, qu'apportera notre travail à la connaissance actuelle ou aux travaux de recherche existants. Troisième et dernier point, il faut avoir une bonne connaissance du sujet abordé. Cela se fait par une recherche bibliographique spécifique, voire approfondie. Comment augmenter ou améliorer ses chances d'être publié ou de publier son article? Il faut savoir que nombreux sont les auteurs d'articles qui se plaignent continuellement du refus de leurs articles par les comités scientifiques des périodiques. Pour éviter ces problèmes, l'auteur doit choisir un problème large dans le domaine de spécialité, à l'image de l'enseignement hybride en classe de langue, s'il est spécialiste en didactique des langues étrangères. S'il est spécialiste en médecine, il peut choisir la COVID-19. Ce sont donc deux thèmes d'actualité par lesquels il peut augmenter ses chances d'être publié. Aussi, il peut choisir une nouvelle technique ou une nouvelle technologie comme les plateformes ou les applications d'enseignement-apprentissage des langues étrangères en distanciel. L'auteur de l'article doit partir ou s'appuyer sur des statistiques solides et des constats fiables sur les phénomènes ou le phénomène étudié. L'auteur de l'article doit adopter ou doit écrire son article dans un style scientifique accessible, c'est-à-dire une écriture maîtrisée pour améliorer ses chances d'être publié. Enfin, pour augmenter ses chances d'être publié, il faut être citable. Comment cela est possible? Alors, je vous donne les conseils suivants pour que vous soyez citable. Écrivez d'une manière à ce qu'on puisse vous citer. Écrivez ou faites des phrases courtes qui résument bien vos idées. Dans ce cas-là, on aura tendance à vous citer dans les mots que vous avez utilisés. Car le but de la recherche est que d'autres apprenants ou chercheurs reprennent vos idées. Et si vous écrivez 4 lignes avec beaucoup de guillemets et de parenthèses et des circonvolutions, vous êtes sans l'ombre d'un doute incitable. Et dans ce cas-là, vous réduisez vos chances d'être publié. Nous énumérons les règles de l'écriture scientifique. Première règle, être lisible pour être compris. Et là, je me permets de citer Victor Hugo qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Deuxième règle, utiliser des phrases courtes et simples et éviter ainsi les phrases complexes et longues. Troisième règle, annoncer le fait principal ou l'objet de la recherche en évitant la narration, car un auteur d'un article scientifique est censé être un metteur en scène des auteurs au lieu d'être un narrateur. Il faut aussi que le fait principal soit clairement annoncé d'une façon univoque. Troisième règle, respect des temps de conjugaison ou plutôt la concordance des temps dans la rédaction de son article scientifique. Il faut aussi assurer des liaisons appropriées, donc il faut qu'il y ait une logique, une fluidité dans l'enchaînement des idées et des paragraphes. Il ne faut pas que le lecteur se perde sans repère logique. Donc il faut aussi qu'il y ait une progression logique des idées. Autre règle, la concision. Donc soyez concis car le lecteur n'a jamais le temps pour tout lire. Donc on écrit en pensant à notre lecteur qui n'a pas le temps pour tout lire, surtout si on écrit un article long où on se met en arrêt. Autre règle, la clarté et la précision du style. Donc évitez le style sobre, évitez le vocabulaire chargé et dramatique. Alors les mots doivent être bien choisis, évitez le verbiage consternant, évitez les évidences et évitez aussi les paraphrases. Dernière règle,
faut être synthétique. Comment être synthétique? C'est en évitant les circonvolutions littéraires, préciser d'où vous allez et où est-ce que vous allez arriver. Il faut donc faire comprendre ce que vous faites à votre lecteur et surtout au comité de lecture. Les étapes clés pour rédiger le plan d'un article scientifique de type article de recherche ou article original. Pour cela, nous adoptons la méthode IMRED, donc introduction, méthode, résultat, discussion et conclusion. Premièrement, l'introduction, elle occupe environ 10% du texte. Pour ce qui est de sa forme, c'est une accroche pour intéresser le lecteur. Elle est courte le plus souvent et comporte des justifications logiques. L'introduction décrit brièvement l'état du problème, les questions posées et le problème à résoudre. Dans l'introduction, on pose la question directrice et on annonce les moyens utilisés pour y répondre. Concernant la méthodologie, elle occupe environ 20% du texte, cette partie dans laquelle on annonce le matériel et les méthodes utilisées. Donc par la présentation du contexte de l'étude, le lieu et les dates, on définit la population d'études, l'échantillonnage, les critères d'inclusion, d'exclusion. On décrit dans un ordre logique ou chronologique le déroulement de l'étude, les détails permettant au lecteur d'apprécier la rigueur du travail, et on renseigne les lecteurs sur les méthodes utilisées pour l'évaluation des résultats et les techniques de mesure, les critères de jugement et les modes d'investigation. Pour ce qui est des résultats, cette partie occupe elle aussi 20% du texte de l'article, une partie dans laquelle nous allons parler des résultats obtenus suite à l'expérimentation. Donc ces résultats doivent être brefs et clairs, sous forme de tableaux et graphiques qui sont souvent indispensables, mais ne doivent pas être redondants avec le texte. Il y a aussi, on doit mentionner les proportions, les taux, et quant à la discussion, c'est la partie qui prend la part du lien dans le texte de l'article avec environ 40%. Dans la discussion, nous allons parler de ce que l'étude a apporté, donc quoi de neuf dans notre étude. On compare les résultats de l'étude avec ceux de la littérature, donc est-ce qu'il y a une convergence ou divergence avec les anciennes études, et on donne des explications. On évoque aussi les limites de l'étude, les faiblesses, les faibles nombres, les biais, et aussi on fait des conclusions fondées sur les résultats et seulement sur les résultats. Les conclusions ou la conclusion doit répondre à l'objectif fixé et on infirme ou on confirme ainsi les hypothèses ou l'hypothèse émise au préalable. On ne démontre jamais, mais on suggère dans la conclusion une partie qui occupe 10% du texte dans laquelle on synthétise ce que nous avons fait dans notre article. Alors, notre article doit être sanctionné par une liste de références bibliographiques que nous avons utilisées ou auxquelles nous avons eu recours pendant la rédaction de notre article scientifique. Nous arrivons maintenant au titre de l'article. C'est très important de choisir le titre de son article parce qu'un mauvais titre condamne un bon travail à n'être pas lu et à rester méconnu et parfois à ne pas être publié. Pour cela, le choix de votre article doit obéir aux critères suivants. Donc, il doit traduire clairement l'objet de la recherche, il doit être ouvert, court et
attractif. Un bon résumé vaut une belle accroche. Le résumé est donc une partie très importante, d'autant plus qu'elle se place juste après le titre de l'article. Un résumé comprend entre 200 à 250 mots. Il comprend aussi les objectifs de la recherche, matériel et méthode, recherche et discussion, l'impact de la recherche, et dans certains articles, on parle même des perspectives de recherche. Et à la fin, on mentionne les mots-clés à hauteur de 5 à 6 mots-clés, et ce, selon les instructions aux auteurs de chaque revue. Qu'est-ce qu'on fait avant de soumettre notre article au comité de lecture de la revue que nous avons choisie? Premier conseil, c'est de relire minutieusement son article et de corriger les anomalies de fond et de forme. Deuxième conseil, faites lire votre article par des collègues, des confrères ou des spécialistes dans le domaine. Troisième et dernier conseil, il faut être scrupuleux sur la longueur de l'article. À vrai dire, il n'y a pas de longueur précise pour l'article, mais les chercheurs et les lecteurs ont tendance à lire les articles courts, concis, car les articles longs ne les attirent pas. Les gens n'ont plus l'habitude et n'ont pas l'habitude de lire les articles longs. Donc, soyez scrupuleux pour que votre article ne soit pas très long. Une fois notre article rédigé et prêt à la publication, nous allons devoir choisir où le publier. Nous avons le premier choix qui sont des périodiques ou des revues scientifiques à comité de lecture. Les comités de lecture sont composés de chercheurs pairs de la même spécialité. Deuxième choix, nous pouvons publier notre article scientifique dans un compte rendu de congrès scientifique, colloque ou autre manifestation scientifique. C'est ce qu'on appelle les actes de colloque qui sont publiés à l'issue des travaux d'une manifestation scientifique, qu'elle soit locale ou internationale. Troisième choix, nous pouvons publier notre article dans des ouvrages collectifs sous la direction des chercheurs éminents. Quatrième possibilité, ce sont les monographies. Et on entend par monographie une étude approfondie, limitée et exhaustive sur un sujet en un seul volume. Par exemple, une monographie sur l'évaluation en ligne, une monographie sur la pédagogie inversée, une monographie sur la pédagogie positive. Quelle revue choisir? Idéalement, on choisit une grande revue avec un facteur d'impact plus élevé. On entend par facteur d'impact d'une revue le nombre moyen de citations des articles de la revue rapportés au nombre d'articles que publie la même revue. Par défaut, il est calculé pour une période de publication de 2 années. Deuxième conseil, la revue à laquelle nous soumettons notre article doit être dans la spécialité. Troisième conseil, il faut choisir une revue où on a plus de chances d'être cité et d'augmenter ainsi l'index H, c'est-à-dire le nombre de citations de l'auteur. Quatrième conseil, il faut bien choisir, ou il vaut mieux choisir une revue qui publie en anglais de préférence. Le temps de publication, c'est très important de choisir une revue par rapport au temps de publication. Donc soyez malin et il faut s'informer sur la fréquence de publication de la revue par an et le temps d'évaluation pour être publié rapidement. Après quelques temps de la soumission de notre article au comité de lecture pour évaluation, le rédacteur en chef nous fait parvenir les commentaires sur la teneur de notre article. Et c'est là où s'installe le stimulus de l'ego. Mais je dois vous rassurer que les commentaires sont souvent focalisés sur les points négatifs et ou les insuffisances pour pouvoir corriger notre article avant la publication. Il y a 2 types de commentaires. Le premier, je vous le souhaite vivement parce qu'il vous permet de corriger facilement les erreurs et les insuffisances de votre article. Donc, ce sont des commentaires clairs et précis. Par contre, le second type
on trouve des commentaires qui ne sont point clairs et qui sont plutôt lacunaires, et donc la correction va être un peu difficile. Au terme de cette vidéo, tenant à remercier toute l'équipe enseignante de la faculté des lettres et des langues de l'université de Tiaret et principalement les organisateurs de cette journée, Dr Emir Mehdi et Dr Jamaldin Nordin. À la prochaine dans une autre vidéo.